Re-bienvenue dans une capsule Raymond Chabot, Yannick Chloé. Bonjour. Allô, les filles. Bonjour. Donc aujourd'hui, on fait un cas client, donc une analyse d'une PME aujourd'hui. Oui, ça va être une PME. Effectivement, on va y aller avec une proposition, une restructuration. On va tenter d'être positif. Il y a 2 semaines, on parlait d'une faillite, d'une plus grande entreprise. Et là, on va y aller avec une restructuration qu'il y a eu d'une petite PME. C'est l'espoir. C'est le soleil qui revient, d'ailleurs. Exact. Mais comme lors de la dernière capsule, on va taire le nom là, pour les mêmes raisons qu'on avait invoquées. Totalement. Donc, l'entreprise Z. C'est vrai, on était à Y, on est rendu à la Z. Donc, y a-t-il une entreprise Z? Ouais, là, tu poses la question. Bon, l'entreprise, point. Donc, une petite PME qui opérait dans le secteur du détail, là, donc dans les centres d'achat. Et la structure qui a été faite pour cette entreprise-là, c'est qu'il y avait une compagnie, mais qui opérait à 2 endroits différents, dans 2 centres commerciaux différents, donc avec nécessairement deux baux différents. Donc là est arrivée la pandémie. En fait, avant, l'entreprise avait une dizaine d'employés. Donc, c'est une petite PME qui sort bien d'affaires. Puis là, ça allait quand même assez bien. Est arrivée la pandémie, la fameuse fermeture. Il y a eu certains temps que c'était fermé. Là, le 3 mois, le premier. Là. Exact. Pour les commerces non essentiels, c'était fermé. Donc là, elle a tenté d'aller chercher des prêts là, pour survivre. Là, on était vraiment en mode survie. Donc, obtenu des prêts. Là, par la suite, il y a une ouverture et elle, cette entreprise-là, contrairement à d'autres, pendant la pandémie, ça allait super bien. Fait que là, elle, les ventes étaient là, tout ça, ça allait quand même vraiment bien. Une boutique. Exact. Mais là, après ça, là, tout est revenu. Et là, cette entreprise-là, c'est quand tout est revenu à la normale que ça a crashé. Les ventes ont diminué. Mais là, il faut se rappeler du fardeau de la dette que la personne avait été chercher pour contracter pour passer au travers. Donc, là, il y avait eu 2 choix. Là, on nous a rencontrés, effectivement. Et là, ce qui est arrivé, on a fait l'analyse et on a décelé que sur ces 2 emplacements, il y en avait un qui allait quand même bien, mais l'autre vraiment pas bien. Là, on a demandé, comme j'avais déjà dit, l'intérêt de l'entrepreneur, c'était de continuer, mais là, les profits d'un côté étaient mangés par les pertes de l'autre côté. Fait que ça pouvait pas continuer. Est-ce que c'était dans des villes différentes? Exact. On a-tu le droit de dire c'est quoi les villes ou on... le produit, plutôt. Ouais. Moi, je serais curieuse de comprendre. Ça n'a pas de plus-value. OK. Mais on parle-tu de vêtements ou de produits? C'est des produits. C'est des produits. Ouais. Puis est-ce que la personne les produisait elle-même ou c'était vraiment un distributeur? Okay. Et là, effectivement, pourquoi qu'au retour de la pandémie, ça l'a changé? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout ce qui est Amazon, mais tout ce qui est livraison, commerce en ligne, j'ai l'impression que ça l'a vraiment explosé. Et maintenant, avant la pandémie, on se disait... par exemple, commander des vêtements sur Internet, ça se fait pas, problème de retour, tout ça, mais les compagnies se sont vraiment adaptées et c'est vraiment rendu facile. Là. Donc, les compagnies se sont adaptées et le consommateur aussi, parce que pendant la pandémie, on se souvient tous du fameux papier de toilette. Il n'y en avait plus nulle part. Fait que là, finalement, on a commencé à commander notre papier de toilette sur Amazon. Exact. Puis finalement, ma famille, on fait pas ça, je sais pas vous, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commandent littéralement tous leurs petits produits, papier de toilette, essuie-tout, savon sur Amazon maintenant. Moi, je fais pas ça. Mais... Les habitudes ont changé, dans le commerce en ligne. Donc ça l'a vraiment affecté l'entrepreneur et son entreprise. Donc lorsqu'on s'est assis, on a regardé, comme j'avais dit, l'intérêt, l'entrepreneur voulait continuer, mais pas avec la béquille qu'il y avait avec l'autre bail qui ne fonctionnait pas. Donc la stratégie qu'on a fait là-dedans, c'est une proposition concordataire. On avait parlé à quel épisode? 5, je crois. Proposition concordataire? Ouais, je pense que c'est l'épisode 5 qu'on avait parlé. Oui. Wow! En 2024. En 2024, exact. Et là, la beauté de la chose, c'est que, on a regardé l'ensemble des dettes, mais on voulait se départir du bail qui allait pas bien. Et la proposition permet ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu résilier le bail. Donc,
lorsque le bail est terminé avec la résiliation, bien là, on a transféré l'ensemble de l'inventaire qui se situe à ce commerce-là à l'autre commerce. Et bien, par la suite, la proposition est acceptée. Les créanciers ont quand même supporté le plan. Et l'entreprise est toujours en opération, puis elle fonctionne toujours, mais avec un emplacement maintenant. Ça aurait pu être différent. Puis, comme je dis souvent, c'est facile de dire après ce qu'on aurait pu faire, mais souvent, lorsqu'on a 2 emplacements différents, c'est pas les mêmes villes, c'est pas la même conjoncture, tout ça, généralement, il peut être souhaitable de scinder ces activités-là en 2 compagnies distinctes. Si ça avait été le cas, un commerce là dans une Québec Inc., un autre commerce là dans une Québec Inc., elle qui va moins bien, on peut la mettre en faillite sans nécessairement devoir faire une restructuration du groupe complet. Donc, mais comme je dis, c'est facile à dire maintenant, quand on sait la recette, mais ça aurait pu être fait. Donc là, ben, ce qui est arrivé, c'est que oui, on a éliminé un bail et plusieurs dettes, là, parce qu'il y en avait malgré tout des dettes. Mais là, comme on a déjà discuté, il y avait beaucoup de cautionnement au niveau de l'entrepreneur. Là, puis comme n'importe quel entrepreneur dans une PME, les entrepreneurs sont souvent appelés à tout cautionner, donc signer personnellement les dettes. Donc, on a dû faire une proposition personnelle. Donc, un peu le même type d'analyse. On a regardé l'ensemble des actifs personnels, l'ensemble des dettes personnelles, et on est arrivé avec un plan de remboursement, une proposition qu'on a fait. Et à la fois, la compagnie continue d'opérer et l'entrepreneur, bien, lui, n'a pas été obligé de faire une faillite, donc a pu conserver tous ses actifs et également la compagnie. Donc, ça a été un peu le portrait de ce cas-là. C'est quelqu'un de tellement courageux, je trouve, de continuer malgré tout, malgré le fait du poids des dettes, etc., tout ça. Je trouve que ça doit être de la grande passion là, pour son entreprise ou... Mais on le voit souvent, tu sais, un entrepreneur, puis vous l'êtes, les filles, là, des entrepreneurs, puis tu sais, moi, j'ai remarqué qu'un entrepreneur ne laisse pas abattre, tu sais, puis ça en prend beaucoup, là, tu sais, puis des fois, c'est la chose qui va l'arrêter, c'est probablement la maladie ou vraiment il n'est plus capable, mais tant qu'il est capable d'avancer, il va avancer. Et là, ben, avec cette alternative-là, il y a moins de dettes. Ben, en fait, il y a pratiquement plus de dettes là, suite à une proposition. Il peut continuer son commerce, même si les ventes ont diminué. Le fait que les dettes sont éliminées, bien, il est capable de quand même, il ne roule pas sur l'or, mais il est quand même capable de dégager un certain profit. Donc, pour lui, bien, c'est gagnant-gagnant. Ça me semble un cas un peu typique de comment ça se déroule pour une PME. Oui, souvent, je vous dirais, les PME, surtout là, lorsqu'il y a des actifs, comme là, il y avait des actifs, il y avait de l'inventaire, il y avait... Bon, c'est souvent ça. Lorsqu'il y a de l'inventaire, des équipements, c'est souvent proposition dans la compagnie et... souvent proposition personnelle, comme je le dis, parce que les PME sont souvent, les entrepreneurs cautionnent souvent. Lorsque c'est comme une propriété intellectuelle, c'est-à-dire que quelqu'un qui vend des services, par exemple, je vends des services, c'est dans sa tête, là. Tu sais, une consultation, ou peu importe, tu sais, des coachs, ou peu importe, tu sais, il n'y a pas vraiment d'inventaire de matériel. Ça, généralement, ben, faire une proposition, c'est probablement inutile parce que j'ai rien. Fait que souvent, dans ce cas-là, ça serait une faillite d'entreprise, puis cette personne-là va pouvoir s'incorporer encore pour faire la même activité parce que c'est ce qui se passe, ce qu'il vend, c'est dans sa tête. Là. Donc, c'est... Je comprends. Puis là, je déroge un peu de cette histoire-là en tant que telle, mais je me pose la question, si un entrepreneur, justement, Camille et moi, on a Startup, le podcast ensemble, et voilà, mais de l'autre côté, ben pas de l'autre côté, mais on a aussi d'autres projets personnels. Camille a son salon, moi j'ai d'autres projets. Est-ce que si, par exemple, puis là je nous prends à titre d'exemple fictif parce que c'est nous, puis ça peut pas revenir contre nous, mais c'est pas une réalité, mais si, par exemple, Camille venait à avoir des enjeux de ce genre avec Euphorique, son entreprise, est-ce qu'il y aurait moyen que ça ait des répercussions sur moi, son associé dans une autre entreprise? S'il y avait des actifs dans Startup, le podcast? Ben, Startup, le podcast, est-ce que c'est une entreprise incorporée? Pas en ce moment. Pas encore. Donc, dans le fond, Startup, podcast, c'est une... CENC. CENC. Donc, c'est à vous personnellement. Société en nom collectif. C'est comme si vous étiez personnel, finalement. Ouais. Donc, si Camille, d'un matin, avait des problèmes dans son salon, ben non, ça ne viendrait pas te toucher à toi, là, directement, non. Mais si on était incorporé puis qu'on avait...
Mais en même temps, c'est parce que je pense que c'est pas un bon exemple parce que qu'est-ce que tu voudrais qu'ils prennent la start-up? Ouais, bon, start-up, c'est pas un bon exemple, mais... Toi aussi, t'as un salon de coiffure, là. On est 2 coiffeurs, puis là, on part une business de podcast de coiffure, puis là, moi, mon salon va pas bien, puis finalement, en tout cas, start-up, c'est un salon, finalement, aussi, ben là, les produits pour aller dans un, puis... mais il y a des contrats, j'imagine, pour prévoir ça, prévenir ça. Oui, dans le fond, vous êtes, tu sais, partner dans... Là, c'est une SENC. Le seul problème qui pourrait arriver, c'est que supposons que Camille a des problèmes avec le salon, mais qui se répercutent personnellement, comme on vient d'en parler. Là, dépendamment des activités de l'entreprise que vous avez en commun, bien là, les actions qu'elle détiendrait dans votre compagnie, bien, c'est un actif. Donc là, ça vaut combien? Fait que là, tu pourrais te retrouver avec un nouvel actionnaire, dépendamment de ce qui se passe. Fait que là, oui, tu pourrais avoir... Mais c'est là que je voulais en venir. Puis c'est vrai que c'était pas un bon exemple, c'est juste que je voulais pas... Mais c'est juste qu'il y a comme rien à saisir, là. Ouais, il y a pas grand-chose à saisir dans Startup, mais bon, je voulais utiliser quelque chose de fictif, mais même une autre chose qui me vient en tête, ce serait plutôt si moi, j'ai une entreprise avec XY associés, mais que je détiens aussi des immeubles avec d'autres associés, puis que là, mon entreprise doit faire faillite, est-ce que mes associés dans mes immeubles... Ben là, c'est là où... une planification, puis on en a déjà parlé à maintes reprises ici, de bien se faire conseiller dès le départ. Parce que là, dans un scénario comme celui-là, tu dois avoir une structure. Est-ce que c'est une compagnie de gestion qui détient un partnership avec ta compagnie qui détient des immeubles? Donc là, ça se peut que tu aies besoin de plus qu'une entreprise, une compagnie, pour essayer de te sécuriser au maximum et éviter que s'il y a un problème, ça se répercute sur toi. Donc, ça, il faut consulter. Généralement, c'est un avocat là, qui est spécialisé dans ces structures-là. Certains comptables aussi, mais oui, là, ça serait très, très important. Chez Raymond Chabot, vous en avez? On a tout ça, effectivement, chez Raymond Chabot. Je trouve que c'est une question qui se pose vraiment parce que des fois, on se lance dans des projets sans nécessairement considérer la position des associés avec qui on se lance. Puis tu ne sais pas, lui, qu'est-ce qu'il peut te cacher ou même s'il a confiance en ses projets. S'il est en train de mettre 100 000 ailleurs dans une business puis que ça se passe pas bien. Ben, même, je vais plus loin, là. Demain matin, moi, euphorique, là, il fait faillite, puis là, by the way, ça va super bien. Ouais, on utilise euphorique, mais il n'y a pas d'enjeu, là. C'est pour ça qu'on se le permet. Ça va pas bien, là, puis que du jour au lendemain, moi, je fais faillite, là. Puis là, start-up, là, moi, là, ça me le tente plus, puis tu te retrouves avec toute la charge de travail. C'est quand même un angle mort à parler aussi, oui, c'est là. Vrai. Tu sais, fait qu'aussitôt que tu t'associes avec quelqu'un, que ce soit son entreprise ou sa personne, là, demain matin, là, j'ai plus de fun, là, je suis plus lumineuse, puis je suis bête avec nos invités. T'es pas bien avec moi pareil, tu sais. Fait que c'est un pensée bien c'est comme un contrat de mariage, effectivement. Donc, c'est ça, fait que ça va plus loin même que l'aspect financier. Comme on le dit, mieux vaut prévoir dès le départ. Puis ça, souvent, puis on a déjà encore une fois parlé, mais lorsque quelqu'un se part en business, veut incorporer une entreprise, puis c'est un peu complexe, là, les choses, puis il y a beaucoup d'actifs personnels, puis il y a des partenaires aussi là-dedans. Bien, mieux vaut payer quelques milliers de dollars en consultant soit un avocat, peu importe, un professionnel, qui va être capable de voir un peu plus sécurisé. Puis la réaction, c'est ça, « Oui, mais c'est trop cher. » Mais ces quelques milliers de dollars-là va probablement te sauver tantôt si ça va moins bien. Donc moi, je dis tout le temps, faut pas économiser là-dessus dès le départ, mais je comprends que lorsqu'on est en démarrage, ben chaque dollar est important, chaque dollar est difficile à trouver, mais il ne faut pas économiser, je pense, là-dessus. Ça, c'est mon opinion. Ben, ça peut démontrer le sérieux du projet exact. aussi. Oui, bien d'accord avec toi. Eh bien, ce fut très intéressant. Et là, j'en profite pour souligner le fait que c'est notre 10e capsule avec toi, Yannick. Félicitations, les filles. Ben, merci à félicitations à toi aussi. Merci. Vraiment, on est privilégiés de t'avoir reçu 10 fois en studio. 11 fois avec ton épisode de départ. Exact, ben oui, certainement. Puis vraiment, tu t'exprimes très bien. Les auditeurs t'apprécient beaucoup. Puis très apprécié. On est très satisfaite. Et là, j'en profite pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté les 10 capsules pour vous parler de quelques sujets qu'on a abordés. OK? Donc, on a parlé de ce qui mène à la faillite, de vos responsabilités légales, de comment faire des prévisions financières, de la proposition concordataire, de la faillite en profondeur, de déroulement de la faillite. On a fait des cas clients. Donc, bref, il y a vraiment du bon contenu. Oui, vous pouvez retourner vraiment. en arrière sur toutes nos plateformes. C'est là. Ça sort le jeudi. Donc, voilà. Si vous êtes en démarrage, écouez-les toutes parce que ça parle de comment... Il y a vraiment des bons outils. Quasiment un guide de comment ne pas faire faillite cette histoire-là de capsule. Comme je disais, les filles, vos balados, tiens, on va le dire comme ça, sont très appropriés. Puis je pense que ça va rejoindre du moins les entrepreneurs qui sont dans cette séquence-là de leur vie, en démarrage, peu importe. Je pense que ça peut être très utile. Certainement. Bravo. Eh bien, merci et à bientôt. Merci. À bientôt. Bye.